Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, ça a l'air d'être vachement cool, etc. Avec mes liens à gauche, à droite et tout, j'ai appris que je pourrais éventuellement réussir à en avoir, voilà, toute dernière, hein, je veux dire, bon. Et c'est vrai que j'ai écrit à Pog et je lui ai dit, ça t'emmerde si j'achète une... Je veux dire, je veux pas avoir l'air d'être le gars qui tout. Il m'a dit, mais non, moi je trouve ça super cool. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Propulsion Podcast. Tu sais que tu es notre premier invité ? Mais non. Ouais. Mais j'ai déjà vu Propulsion Podcast. Là. Propulsion Podcast, on a déjà fait entre nous, donc avec Emeric qui est de retour, Cédric de retour. Salut et moi-même Seb. Mais aujourd'hui, on a Emmanuel avec nous. Mais quel honneur, dit. Ouais, franchement, pour nous, c'est un grand moment parce qu'on a pensé à ça, on a pensé au moment de faire ces podcasts avec des invités. Le but, c'est vraiment de faire ça de plus en plus souvent, d'amener ces histoires de passionnés auto devant l'audience de Propulsion sous format de podcast. Donc de t'avoir avec nous. Et je vous remercie pour cette belle invitation. Merci d'être venu. Merci. Donc, on est à Bruxelles, on est en Belgique. Donc, parce que normalement, on filme dans un studio qui est dans le garage de Cédric. Et là, on a dû faire un petit peu, comme tu as vu quand tu es arrivé, c'était un petit peu organisation last minute. On mettait un peu tout en place. Normalement, on allait avoir un joli petit feu là entre nous. Mais bon, il faisait un peu trop de bruit, donc c'était pas possible. Tout à fait. On a mis un petit peu un studio en place. Merci à l'hôtel où on est au Châtelain, là, qui nous ont accueillis et qui nous ont laissé faire ce podcast dans le bar. Donc, si jamais on veut un petit verre, hein, à n'importe quel moment, si quelqu'un veut un verre, on est dans un bar. Et voilà, on s'est mis juste ici. Alors, on t'a mis deux petits trucs avant qu'on commence à parler beaucoup de ton histoire dans l'automobile, etc. On t'a mis deux petits casques qui sont quand même assez exceptionnels. On a un casque juste là au-dessus de toi qui a été porté par le vainqueur, qui est le père du coup de Cédric. C'est Thierry Boutsen, et ça c'est le casque vainqueur du Grand Prix du Canada 1989. Et un casque original Ayrton Senna, porté par Ayrton Senna. Alors, je ne sais pas si tu étais déjà né en 89 ou je ne sais pas. Non, pas encore. Mais moi, par exemple, en 89, quand il allait gagner, j'étais debout sur mon canapé en train de hurler pour un possédé pour qu'il n'y ait rien qui me lâche dans la dernière seconde. Vas-y, encore 500 mètres, 400, 300 mètres. C'était un Grand Prix en plus où il n'y avait que des problèmes pour tous les pilotes devant. C'était moi, j'ai pas sous vu. La pluie, sous une pluie énorme. Et non, c'était assez. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai regardé le Grand Prix plein de fois naturellement. C'est exceptionnel de voir les concours de circonstances. J'imagine. T'imagines la Belgique. Ça, c'est trop chouette. Mais voilà, ces histoires, c'est toujours génial. Ouais, t'entends tout ça et on voulait juste mettre quand même avoir quelque chose automobile, quoi. Donc, Et là, un vrai. Ouais, ça c'était celui de Senna qui était en l'occurrence mon parrain, malheureusement. Ah bon, bah écoute. Ouais. Enfin, c'est chouette, mais en même temps, c'est dommage dans un sens où. Mais franchement, c'est incroyable. Quand tu l'as amené, c'est fou à quel point c'est reconnaissable. Tu vois un casque comme ça et directement tu penses. Tu sais tout de suite. Mais bon, là on est là pour parler de toi, Emmanuel. Nous on s'est rencontrés il y a quoi ? C'était au Mans. En août 2021. Voilà. Vous vous rencontrez tous pour la première fois aujourd'hui. C'était vraiment chouette, ça. C'était vraiment chouette. C'était avec Taguière, les 24 heures du Mans. Justement, ils sont là. Je ne savais pas que tu allais être là. Et puis, tout d'un coup, on est arrivés tous les deux là, en sortant de la navette là, du transport. Et on s'est dit, c'est la première fois qu'on se voyait en vrai. Donc, c'était très sympa. C'était super chouette. Vous ne l'avez jamais vu avant ? Non, quand on a fait le Mans, non. Et c'était vraiment comme un voyage entre amis, entre passionnés, quoi. Vraiment super cool. T'avais déjà fait le Mans ? Uniquement le Mans classique une fois, Okay. il y a je ne sais pas combien d'années, et les 24 heures jamais, et rappelle-toi qu'on a eu même l'honneur de rouler sur le circuit, sur le grand circuit des 24 heures, on a eu une petite séance de 20 minutes, entre deux séances d'essai, là, et c'était quand même... Porsche 911 en plus, donc circuit génial. Mythique, voiture mythique. En 992, seul dans les voitures, donc avec un instructeur qui guidait par groupe de 2 ou 3, je crois, un truc comme ça. C'était quand même chaud. On était quand même c'était incroyable. À 2,95, 2,95 là, dans les bouts de ligne droite entre les freinages, sur un circuit que tu connais pas et tout, avec une bagnole que tu ne connais pas, avec les commissaires de piste sur le côté et tout. C'était incroyable. Petite pression quand même. Ils y allaient quand même. Moi, parce que des fois, tu sais, tu fais des trucs comme ça. Il y a un événement presse où il y a un circuit, ils mettent une voiture, je sais pas comment ils appellent ça, mais une voiture devant, et tu suis dans la voiture devant, il y a un pilote, il regarde un petit peu ton niveau, mais en général, quand même, il pousse pas trop. Non, il a vraiment des... Ouais, là, je trouvais que ça allait très fort de suite, quoi. Ouais, de suite. Première ligne droite, 290.
C'est le coin belge ici. Hein. Ici, c'est le coin Cédric Emmanuel, le coin belge. C'est ça, c'est les Belges contre les Français. Hein. Non, pas contre, mais non, mais c'est vrai que c'était chaud. Ouais. Et là, tu te dis après, on avait un instructeur d'ailleurs qui est un type que j'aime beaucoup. On s'est déjà rencontré 2-3 fois. On se suit sur Insta et tout. Il s'appelle Cyril et lui, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, quel métier quoi. Ouais. Le type, il est aussi à 290, 295 et en même temps qu'il fait son freinage, il connaît le circuit par cœur, mais en même temps qu'il fait son freinage, il regarde dans le truc, il regarde ta position des mains sur le volant, tes yeux, ton machin, etc. C'est un métier. Quoi. Ça, c'est impressionnant quand même. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on avait vécu quand on avait fait l'essai de la Ferrari. Portofino, te rappelles le monsieur là qui m'avait dit, il y avait un instructeur aussi à côté. Et je lui dis, mais en fait, tu dois faire confiance à la personne à côté que tu connais pas. Bien sûr. Et ça doit être surprenant à chaque fois, parce qu'il y en a qui sont fous. Il y en a qui doivent être plus fous que d'autres, et il se dit, ça va, toi, tu peux y aller, parce que je vois que... Mais je lui ai dit, ça t'est déjà arrivé d'avoir des mecs qui me disent, oui, moi, j'ai déjà fait descendre des mecs parce qu'ils voulaient y aller trop vite, et que c'est des voitures quand même assez chères. Et c'est vrai que c'est un métier assez particulier. Hein. C'est deux choses très différentes aussi, être pilote et être instructeur. Parce que tu peux t'y connaître et pas savoir instruire du tout aussi. Donc ça, c'est deux choses très différentes. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas trop faire les deux. Donc, donc voilà. Mais donc, cette passion automobile que tu as, parce que tu postes énormément sur Instagram, tu as une très 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 belle collection de voitures. On y travaille. Et enfin, j'ai eu la chance de discuter avec toi de plusieurs voitures et tu es une encyclopédie sur ces caisses. Ouais. D'où t'es venue cette passion? Ça a commencé où? À quel âge? Est-ce que tu t'en souviens? Écoute, je vais vous faire la version courte. Moi, j'ai eu mon père aimait beaucoup les voitures, mais pas de la même manière que moi, donc pas par exemple une manière technique ou une manière de pilotage sur circuit, mais mon père était vraiment un fou de vitesse. Il faut remettre ça à des autres années, on dirait les années 60 et des choses comme ça. Donc par exemple, moi j'ai appris à conduire avec mon père avec une Ford Mustang Fastback 66, la 289 cubic inch, tu vois le V8. Ça c'est la... Voilà, je me suis tourné vers lui pour parler classique parce que comme bien sûr, dans les voitures classiques. C'est une de mes voitures préférées ça. Donc la Fastback V8 289 cubic inch 4,7 litres. Mon père roulait avec ça, c'était une autre époque, hein, je veux dire, c'était la guerre des feux rouges, là, tous les feux rouges, ça faisait des burns sur place, etc. Moi, j'ai appris à rouler sur les parkings des supermarchés à 15 ans avec cette voiture, avec un V8 américain, etc. Bon, il l'a revendu pour une question de place. Après, il est passé à des européennes. Mon père n'a jamais eu beaucoup de voitures en même temps, 2-3, mais c'était vraiment voilà, son plaisir purement de la vitesse. Moi, je me rappelle de retour, pour ceux qui connaissent, entre Francorchamps et Bruxelles, notre domicile, en 40 minutes. Quoi. Je veux dire, c'était 260 km à l'heure non-stop avec la Lotus Esprit Turbo. Oui, parce que là, il n'y avait pas de radar. Il n'y avait pas les radars. Bon, il y a quand même quelques policiers et tout, mais enfin, bon, c'était pas comme aujourd'hui. Voilà, c'était pas le flicage permanent sur les routes comme maintenant. Non. Et donc voilà, donc si tu veux, j'ai été bercé là-dedans. Et puis, après, j'ai commencé à travailler, etc. Et puis, beaucoup investir dans les sociétés et tout. Donc, j'ai toujours essayé d'avoir une belle voiture en même temps. Ouais. Et puis, voilà, depuis 2016, là, j'ai un peu pété les plombs. Mais là, parce que ça évolue très vite. Enfin, la collection est en train de... Alors, ça évolue trop vite. Donc ça c'est clair et net, donc je lis parfois des commentaires en disant tiens il fait quoi acheter une voiture tous les 3 mois et tout. En fait j'aimerais bien ne pas que ça aille aussi vite, mais ça va, France-Belgique c'est le même combat, vous avez déjà ce fameux malus que nous on n'a pas, et ici c'est un peu, tu vois là depuis janvier j'ai une Bentley Continental GT Speed, une voiture en D-List, un 6 litres W12 etc, je prends beaucoup de plaisir et tout avec ça, c'est déjà chaud au point de vue taxe. Dans 3 ans, ça sera impossible. Tu vois ça. Et j'ai envie dans ma vie de passionné automobile. J'ai ma Lamborghini qui arrive dans un mois, ma première Lambo. J'ai envie de vivre ces émotions-là. Et donc, c'est un peu maintenant. Et puis après, on s'adaptera. Et je vois, ok. Donc ok. C'est intéressant. J'avais pas pensé à ce point de vue, en fait. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas de taxes aujourd'hui, mais bon, ça risque non. On n'a pas votre malus hors du voilà, ce malus-là, pardon. Voilà, et qui va foutre des tas de gens au chômage et tout, et après, l'État, ils vont faire les calculs, ils vont voir qui gagne moins qu'avant, mais bon, ça, ils mettront du temps. En attendant, politiquement, c'est bien de l'annoncer comme ça, mais je veux dire, c'est déjà costaud chez nous, faut pas croire. Non, mais je veux dire, par rapport au malus, c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on achète une voiture, on pense de suite au malus. Bien sûr. Alors que, mais c'est devenu limite, là quoi, c'est chiant quoi, tu penses avant d'acheter la voiture tu penses au malus,
Mais c'est vrai que j'avais oublié que vous l'avez pas, vous. Donc, on ne l'a pas comme ça. On a un paquet de des taxes de mise en circulation. Des taxes de mise en circulation, des taxes annuelles. On a, bien évidemment, si tu as tes voitures en société, tu as ce qu'on appelle les avantages de toute nature avec des montants juste débilissimes. Donc, vraiment débiles. Mais je veux dire, donc, au final, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je suis un amoureux de l'automobile. Je suis aussi un défenseur d'automobile en tant que vecteur d'emploi de croissance dans un pays. Enfin, je crois qu'en Belgique, il y a quand même quelques milliers de gens qui sont employés dans le secteur d'automobile. Ça génère quand même pas mal de taxes, etc. Ça on n'en parle jamais, parce que politiquement, c'est incorrect, mais je veux dire, on n'en parle jamais. Mais en attendant, il y a une réalité à ça. C'est la réalité. C'est la réalité, c'est tout. Je veux dire, c'est très bien. À chaque fois que quelqu'un remet sa voiture au placard, je suis pas super convaincu que la planète, ça va directement mieux. Par contre, ce que je suis certain, c'est que la finance, elle déguste. Parce que, je veux dire, tant la région parisienne que la région Bruxelles-Capitale sont des régions qui sont en train de plonger dans le rouge, etc. Parce que, bon, toute cette politique-là, ça fait fuir les gens, ça rapporte moi. Je suis pas là pour parler politique. D'autant que vous avez compris que je ne suis pas super pour en tout cas cette version de la politique. Donc moi, j'avance ma collection maintenant. Donc c'est vrai que j'ai quelques trucs qui arrivent là, parce que j'ai envie de l'avoir maintenant, et dans 3 ans ou dans 5 ans, si j'ai plus d'auto, j'ai plus d'auto. Disons que tu es prévoyant. Tu es prévoyant. Voilà, je me donne les moyens d'avancer là-dedans. C'est ça, exactement. Et après, tu as raison, parce que ça marche comment aussi avec les taxes. Parce que si tu achètes la voiture maintenant, tu payes la plupart des taxes ici, c'est quand tu achètes la voiture ou c'est annuel ? Tous les ans, tu vas continuer, ou c'est... Tu as les deux. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment une taxe, comme il vient de le dire, Cédric vient de dire, une taxe de mise en circulation. Ça, c'est une fois tant que tu es propriétaire de la voiture. Tu la revends ensuite à Emmerich, qui repaye sa taxe de mise en circulation. Et elle va augmenter. Donc, peut-être que Emmerich, quand il rachète la Bentley, dans 4 ans, ça va être 5 fois plus que voilà, exactement. Mais comme si elle baisse, c'est le même principe. Oui. Parce que là, on parle de belles voitures, mais si tu achètes une voiture, une Clio d'occasion, tu payes quand même les taxes pareilles. Oui, enfin, pas des montants, mais pas des 5, 6, 8, 10 000 euros ou des choses comme ça. Mais c'est en fonction, voilà, les taxes, elles sont d'accord. Et puis, tu as une taxe annuelle, tout simplement. Et puis, bon, je veux dire, on a déjà le prix du carburant, je ne fais pas de discours non plus là-dessus. Je veux dire, voilà, c'est tout. Mais bon, moi, c'est ma passion, c'est vraiment ma passion. Oui, mais c'est sûr. Ici, je me fais ma collection de voitures représentatives de mes goûts. J'essaye, enfin, je me dis que, bon, voilà, sur un horizon de 3 à 5 ans, on devrait encore en sortir. Et donc, d'ici 3 à 5 ans, je vais essayer d'améliorer ça, rajouter 1 ou 2 hypercars, voir ce qu'il y a. On verra, il a lâché le petit on verra, quoi. Le petit hypercar comme ça. Mais attends, pour revenir, parce que c'est drôle, moi je trouve ça drôle que tu aies une date où tu peux te dire, là c'est où j'ai commencé à péter les plombs, comme tu as dit, où j'ai commencé... Oui, en fait, c'est en 2015, j'ai acheté ma California Turbo. Neuve, une première Ferrari neuve en 2015. Tu m'avais raconté une histoire là-dessus, non? Il n'y avait pas quelque chose où tu étais arrivé, où tu avais vu une California spécifique? Non? C'était pas ça? Non. Ok. J'invente quelque chose alors. En fait, j'avais vu la première, la California Turbo à sa présentation. J'avais été invité près de Bruxelles là, et en fait, quand il l'avait allumé, j'avais été super déçu du son. Ouais. C'était vraiment très étouffé, etc. Et puis le vendeur Ferrari, Livio, que je salue, que j'aime beaucoup, Livio, il me téléphone début 2015 et il me dit, écoute, il faut que tu passes en concession. Je dis, fille, je suis en train de partir là, à Dubaï, là, je dois être à l'aéroport dans 2 heures. Et il me dit, non, mais viens de suite. Ok. J'arrive. Donc j'arrive, et alors il me dit, écoute, et alors ils avaient installé pour la première fois les systèmes de valves sur le truc, mais donc vraiment officiel Ferrari avec garantie, tout le machin, etc. Et, avec la petite télécommande là. Voilà, et donc il a insisté, et alors il m'a dit, regarde. Et alors je me suis dit, ça c'est vrai que ça commence à bien sonner, et donc il m'a dit, je t'envoie toute l'offre, etc. et tout, et donc je me rappelle, je l'ai vite téléchargé dans l'avion avant d'écouler, j'ai regardé ça, et puis quand je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit, allez, on va s'acheter la première Ferrari neuve, donc ça c'est 2015, mais là ça reste raisonnable parce que j'ai une Ferrari, tu vois, et j'ai l'ancienne 512 TR que j'ai racheté de mon père. Ah, j'adore cette voiture. Ça pour moi c'est vraiment, en plus elle est en état de concours, et c'est vraiment un souvenir. Mon père à un moment donné a eu des problèmes de santé, il m'a dit, voilà, je pourrais plus rouler avec, donc je vais la revendre, et je lui dis non, ça reste dans la famille. Ça part pas de la famille, donc c'est moi qui l'achète, donc voilà, donc elle est chez moi. Et surtout puis, une TR. Ouais, une TR. C'est ça. Et rouge, intérieur noir. Magnifique. Et puis voilà, et puis en 2016, là j'ai la possibilité d'acheter une 991 phase 1 GT3 RS.
Donc voilà, là mon garage Porsche que j'adore aussi, qui me dit écoute, on a reçu une allocation extra, donc voilà, elle est pour toi. Ça c'était difficile. Hein, voilà. Et là je me dis, je garde la Ferrari et je garde la Porsche ou c'est un peu déconné, etc. Et puis je me dis non, c'est pas, je garde et puis alors après. Après t'es resté dans cette mentalité. Mais la California tu l'as plus. Non, je l'ai revendu en 2017 pour ma 488 Spider. Ok. Où là j'ai eu aussi une belle possibilité, puisque là j'ai pu reprendre un bon de commande et n'attendre en fait qu'un mois la voiture au lieu d'attendre presque 2 ans. Ah oui. Et donc j'ai une 488 Spider avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir. C'est une machine fantastique. Beaucoup de gens sous-estiment cette machine, mais c'est et roulable. Roulable. Possible de faire beaucoup de kilomètres, de profiter. Vraiment, Spider vraiment, en plus, donc exceptionnel. Et même, je l'ai gardé jusque 2020 où je l'ai remplacé par la Pista. Ok. Et donc là, la Pista, mais aussi une 812 en Ferrari. Ça, c'est 2021. Ça, c'est 2021. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis que là, c'est un peu où. Voilà, parce qu'il y a tellement de voitures différentes, il faut essayer de suivre. Alors, 2018, j'ai acheté la GT2 RS. Voilà, j'allais dire, il y a une GT2 RS. GT2 RS. Mais plus la GT3 RS. Si, je l'ai gardé. Ah, ok. C'est pour là que je te dis, c'est à partir de 2016 où c'est vraiment le truc où je me dis, bon, ça va. Voilà. Je vais faire de la place dans le parking. GT3 RS, GT2 RS. AMG GTR en 2018 aussi. Très beau, ça. Super. Très beau, ça. Black Series qui arrive dans 2 mois. Ouais, j'allais dire. Et tu vas garder la GTR quand alors, la Black c'était prévu de vendre. Alors que moi, je suis hyper maniaque. J'ai plein de gens qui m'ont dit, je te rachète ta voiture, je rachète ta voiture. Et puis, en fait, maintenant, je l'ai regardé. Je me suis dit, quand même la garder aussi. J'aime quand même bien cette voiture. Ok, donc la GTR, on a roulé en GTR hier. Exceptionnel. Très cool. Hein. Très sympa comme voiture. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, on était dans un contexte où c'est vrai que c'était assez le contexte était quand même exceptionnel. Il y avait une F40 aussi, donc on passait de F40 à GTR. Il y avait une Pista, il y avait une 600 LT. Et donc, tu vois, c'était un peu on était en train de quand même bien rouler. Donc, c'était la plus chill, la plus relax des voitures. La MG GTR. La MG GTR, hein. La plus confortable, on va dire, mais en même temps, tu sens qu'elle a cette agressivité. Elle est confortable, tu as raison. Tu as raison, par contre, c'est vraiment une bitch. Mais elle tient la route et je veux dire, elle tient le coup contre les autres voitures qu'on avait. Mais 100%. Moi, j'adore elle a un caractère qui est très particulier, je trouve. Enfin, plus ce German muscle car, la muscle car allemande, et t'as l'impression d'être assis sur les roues arrière, avec cet énorme capot devant toi. J'aime bien la nôtre, elle avait le cockpit digital aussi. Oui, donc t'as l'évolution. Ouais, voilà. Et non, moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi j'ai passé, je pense, le moins de temps dedans. Vous avez conduit le plus. Mais non, super cette caisse. Hein. C'est celle où tu peux prendre un peu plus de risques, entre guillemets, je pense. Elle est quand même très stable. Enfin, c'est pas un bateau, mais disons qu'elle est à terre, quoi. Ouais. Une Pista, tu accélères trop, tu peux vite partir. Ouais. Pareil pour la McLaren, je pense. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu hier, quoi. En fait, ce qui est très drôle, et je le dis pour les gens qui nous regardent, c'est en fait, cette discussion n'est absolument pas préparée. Hein. Donc, on est d'accord que là, on est vraiment en train de discuter comme ça. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on a parlé de la Ford Mustang V8, la fastback de 66. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. En fait, pour moi, la GTR, c'est une interprétation moderne de ça. C'est-à-dire que c'est un long capot, un arrière un peu fastback. Tu vois, c'est un peu le même genre en fait de voiture. Moi, j'ai bien compris que c'était pas la même, hein, on est bien d'accord, mais je veux dire, il y a surtout un paquet d'années qui les séparent, mais je veux dire, pour moi, c'est un peu cet esprit-là. Moi, ma GTR, dans ma collection, c'est la voiture bad boy, quoi. Tu vois c'est celle qui pétarade à mort, tu lèves l'accélérateur. Le chapement d'origine ou le chapement d'origine. Moi, je suis très moi, je suis pareil. Je suis totalement... Je suis un peu... un ayatollah de l'origine, là, moi, j'aime bien. Ouais, Evric, tout le temps, il nous dit, il y a des gars qui ont passé des mois à développer le truc et vous allez le changer. Pour mettre une ligne Accra ou quoi, putain, mais il a laissé la naturelle. Alors, je veux bien faire une modif si elle est full certifiée par la marque installée en concession. Ça, d'accord. Exact. Voilà. Mais donc, par exemple, la GTR, elle a un bruit, mais juste crapuleux. Hein. Moi, il y a des tunnels où je lève le pied comme ça, tu vois des bagnoles qui font devant un truc comme ça, parce qu'ils se disent, il y a quoi, on nous tire dessus. C'est vraiment quand même dingue. Elle est
très très joueux sur la pluie, sur le mouillé. On est en Belgique, hein, les amis, ouais. Un peu plus que chez vous. Sur la pluie, c'est limite. Hein. Oui, ça commence. C'est tellement. T'as tout ce poids à l'avant. Derrière, c'est assez léger. Propulsion comme ça. Ça balance bien. Elle a les roues arrière directrices et c'est une voiture où tu le sens. C'est ça, tu le sens très très fort. Ouais, ça, j'ai senti hyper fort. Je veux dire, tu prends un rond-point, tu sors, tu sens vraiment dans ton arrière qui gigote un peu. C'est parce que t'es assis sur les roues arrière. Tu les sens limite bouger. Vraiment. Là, t'as la sensation que quand l'avant est passé, tout passe en fait. Ouais. C'est pas comme une voiture où tu dis bon mince ça va pas passer. Non, là l'avant est passé, c'est bon, tu passes. Oui, en sachant que par exemple, tu vois, je vais te donner un détail qui est assez marrant. C'est la seule voiture de ma collection où l'avant est plus large que l'arrière. Ce n'est que d'1 centimètre. Mais je veux dire, ce capot avant est monstrueux. Ouais. Et moi, je me rappelle très bien. Donc en 2018, quand je suis allé la chercher. À la concession, c'est la voiture où quand je suis rentré le soir chez moi, j'ai été la chercher, j'ai été en clientèle, machin, etc. Puis quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai pris un Nurofen, un truc pour la tête. Je me suis dit, putain, ouf, elle est safe, elle est rentrée et tout, parce que j'ai l'impression que ça passait nulle part. Ouais. Enfin, voilà, c'est une voiture qui est un peu intimidante à rouler. Et après, quand tu commences à rouler vite, il faut quand même un peu la connaître. Oui, ça c'est vrai. Et je trouve que hier, sur les voitures qu'on a conduites, notamment la Pista 600 LT et celle-ci. Bon, F40, on n'en parle même pas, mais il fallait vraiment la dompter, celle-ci, la GTR. C'est le mot juste. Il faut la respecter. Il faut vraiment, tu vois, tu prends un virage rapidement, tu sens qu'il y a une bosse ou quelque chose comme ça, la voiture elle part, tu dois vraiment bien la contrôler. C'est une sensation que dans la 600 LT, par exemple, j'avais pas tellement, je me sentais vraiment scotché au sol. Ouais. Tandis que dans la GTR, tu sens vraiment que tu bagarres un peu avec la voiture. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est super amusant. Je veux dire, moi, quand tu aimes piloter, c'est super chouette. Mais tu sens, comme je dis, tu dois vraiment dompter cette voiture. Ouais, après, c'est vrai que moi, je l'ai eu longtemps, la GTR. Je l'ai eu à l'allée, je l'ai eu dans les petits rues. Donc, je l'ai vite connu, en fait. Après, pas assez pour aller vite. Parce que quand on est allé un peu plus vite ou on s'est un peu plus amusé, j'avais la McLaren. Donc, et la Pista. Donc, c'est pour ça que je me suis vite rendu compte, tu passes de ça à ça en allant vite. C'est quand même costaud, quoi. Hein. Tu vois que tu es dans une voiture de course qui tient la route. Mais là, je te rejoins sur ça, c'est qu'après, quand on est reparti, j'avais celle-là GTR. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même un peu plus joueur aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même confortable et c'est une très bonne voiture. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de circuits où la GT3 RS que j'ai, donc la 991.1, fait le même temps, vous allez pas en circuit, mais fait le même temps qu'une AMG GTR. Et en fait, on ne s'en rend pas compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'une AMG GTR, c'est une GT sportive. Une AMG GTR, c'est une GT3 RS à la sauce Mercedes. Je veux dire, moi, si je dois prendre une voiture pour faire 700 km, je pense que je prends ma GT3 RS qui est plus confortable que la MG GTR. La MG GTR a un avantage, c'est qu'elle a beaucoup de place, t'as un haillon, tu peux partir en voyage et tout. Mais je veux dire, moi, je suis un grand buveur de café, là, voilà, ici, donc à votre santé. J'aime bien prendre mon petit café froid le matin dans la voiture, etc. Et tout. Bon, la MG GTR, c'est la seule bagnole où c'est impossible. Les 2 fois où j'ai essayé, j'ai eu une petite ondulation de la route, là, etc., où je m'en suis ramassé dessus. J'ai dit, elle, c'est terminé, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est ultra raide en suspension, mais ultra raide en suspension. Après, c'est une voiture qui te donne la banane, et en tant que passionné, c'est ce que tu recherches. Et dans une collection, ce que tu veux, c'est ce côté complémentaire. T'as pas envie d'avoir toutes les mêmes, hein, sinon t'achètes. Ouais, c'est fou la sensation, parce qu'on se rend pas compte. Moi, j'ai pas eu la chance, là, j'ai eu la chance hier de faire ça, mais au quotidien, j'ai pas cette chance-là, mais de sentir les différences de voiture en fonction de ce que tu prends. Mais c'est incroyable la sensation que tu as d'un coup, même de juste de monter dedans. Tu changes de voiture, mais juste de monter dedans, je l'ai vu hier avec la Pista et la McLaren. Ah, mais c'est différent. C'est là où la Mercedes, où tu te rends compte comme c'est quand même plus une voiture où tu peux monter plus facilement dedans. Voilà, la Pista, elle avait les ceintures. Les harnais. Mais moi, je kiffe voir. Là, donc le concept, c'est qu'on a fait conduire Cédric et Emeric les voitures. Et moi, j'adore voir ça parce que Emeric, du coup, adore les voitures, mais a beaucoup moins d'expérience que Cédric en termes de conduite de supercar. Et c'est tellement naturel parce que tu donnes vraiment cet avis de première impression de supercar et de chaque marque et des trucs que nous, peut-être qu'on ne se dirait pas parce que c'est tellement naturel pour nous de penser ça. L'expérience. Tu vas vraiment je l'ai senti. Sentir ça. Tu montes dans une voiture, la Pista, avec alors c'est magnifique. Hein, j'adore cette sensation d'avoir les harnais. Les harnais.
Putain, mais quelle galère pour la mettre. Et encore, cela, c'est juste une ceinture que tu mets comme ça. Dans la F40, c'est 4 points. À chaque fois, tu dois les mettre, les défaire. Tu prends 20 minutes avant dans la F40, en fait. Par contre, moi, la pista, c'est la seule de mes voitures où je laisse. Enfin, j'ai commandé les harnais et je les ai. Pourquoi ? Parce que le harnais, et ça c'est très bien fait chez Ferrari, remplace la ceinture de sécurité. Oui. Donc quand tu le commandes, comme tu dis, la boucle, c'est la boucle de sécurité, donc je veux dire qui est entièrement gérée. Dans mes autres voitures, GT3 RS, GT4, partout où j'ai pris les harnais, j'ai une collection de harnais dans mon bureau, parce que là la ceinture doit rester sur le côté. Et moi il y a un truc qui c'est vrai que... un petit peu agressif, c'est les bruits parasites dans les bagnoles, et donc j'ai pas du tout envie que ma ceinture tape comme ça quand je prends. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc, ça c'est vrai. Je pensais que j'étais un peu tout seul là-dedans. Non. Mais j'avoue que moi aussi ça m'énerve. Ça. Quand tu as la ceinture à côté et le harnais, tu es là. Voilà. Et chez Ferrari, ça c'est l'avantage. Ouais, tu vois, le harnais est homologué en tant que ceinture de sécurité, et donc ça c'est pas mal. Maintenant, après, tu as raison, on galère à mort. Hein. Bah, en fait, moi ce que j'ai dit hier, c'est que c'est pas une voiture que tu prêtes. Tu vois, t'as mis ton harnais comme tu l'aimes, et c'est plus facile. Moi, je suis passé de Seb à moi. Donc le harnais était complètement différent, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, ils m'ont attendu, et d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à le régler pour rentrer ma belle brioche dedans, tu vois. Mais c'est vrai que, c'est pas une voiture que tu dois prêter. C'est perso, quoi. Juste vite fait, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue, parce que je crois que tu as conduit cette voiture. Pour passer de la AMG GT-R à la Black Series, c'est... Parce que j'ai pas conduit de Black Series, mais de ce que j'ai vu, enfin le bruit, quelques vidéos, c'est quand même très très différent. Écoute, c'est pour ça, et bon, ben voilà, c'est la première fois que j'en parle, c'est pour ça que je garde la GT-R. Parce qu'en fait, donc l'année passée, moi, ma Black Series, elle était prévue en juin. D'accord, puis on m'a dit ça va être juillet, puis ça va être août, etc. Puis on m'a dit ça va être fin de l'année. Vous êtes gentil, mais bon, là j'attends pour mai. J'ai vu passer l'info selon laquelle toutes les Black Series sont produites. Donc elle est produite, la mienne elle est quelque part, et elles sont en attente de rétrofit de pièces de carbone. Et donc ils vont terminer le carbone, taper les pièces dessus et puis me livrer ma caisse. Donc mon châssis il existe déjà, etc. Tout ça pour dire que en novembre l'année passée, j'ai reçu une invitation très last minute de Mercedes. Et en fait, j'ai appris que c'était, enfin, de AMG, j'ai appris que ça s'est vraiment décidé à très, 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 très haut niveau en Allemagne, où ils ont décidé de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, c'est-à-dire d'inviter des clients finaux sur leur circuit test d'Immendingen en Allemagne, près de Stuttgart, qui est un truc de malade mental. Il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Il n'y a même pas des toilettes à l'entrée pour les visiteurs. C'est pas un truc pour les visiteurs. Il n'y a pas d'endroit pour les manger. Il n'y a rien du tout. Donc nous, on avait l'hospitality. C'est des camions style course qu'ils ont fait amener pour nous recevoir là. On a eu juste 2 angles. On dit là tu peux filmer, là tu peux filmer, tout le reste tu peux pas filmer. Ils nous ont dit il y a 2000 caméras sur le site et tout. Donc tu sors ton téléphone au mauvais endroit. Enfin, c'est les FBI qui viennent chercher. Directement, donc ça, c'était un peu chaud. Et puis, on a pu rouler avec ces Black Series. Donc, on a eu une journée fantastique. Hein. Tout était fantastique. Et en fait, c'était une manière de leur dire, voilà, on vous offre quand même quelque chose, une expérience, parce que voilà, vous allez vous bouffer 1 an de délai. Donc, j'ai trouvé ça très gentleman de leur part. C'est sympa. Et donc, j'ai roulé avec une Black Series. Alors là, on était sur leur circuit, qui est un très, très beau circuit, très vallonné, un peu comme Laguna Seca, enfin, tu vois, avec Corkscrew, etc. Donc, c'est vraiment très surprenant. Bon, circuit qu'on ne connaît pas, bien évidemment. On était derrière une voiture suiveuse, donc une personne par voiture. La voiture suiveuse, c'était Maro Engel, celui qui a fait le record du tour au Nürburgring avec la Black Series. Donc, ok, il roule. C'est un petit peu roulé. Les 2 autres instructeurs qui nous ont accompagnés, c'était Karl Wendlinger, de la génération voilà. Karl Wendlinger, qui était dans les années Sénat, notamment dans ce fameux week-end très tragique là. Ouais. Et Bernd Schneider qui a été multiple champion de DTM et qui est une légende vivante de la course de tourisme et tout. Donc tu as ce gratin des trois types là qui ont aidé un peu à pousser la voiture. La Black Series et la MG GT-R, si je te mets à l'aveugle, tu vas pas rouler à l'aveugle, jamais tu dis que c'est la même caisse. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Jamais. C'est pour ça que je peux garder les deux. Ok, elles se ressemblent, on est d'accord. La Black Series, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas construit sur base d'une GT-R, c'est quelque chose, entre guillemets, c'est plutôt une GT3 de course détunée. Donc tout, dans la position des radiateurs, des machins, etc. Il y a plein de choses, il n'y a pas de compromis. C'est vraiment impressionnant au niveau aéro, etc. Le caractère moteur est complètement différent. Et donc, sincèrement, oui, je te montre des yeux, je t'amène dans la voiture, tu ne regardes pas les logos, il n'y a rien, et puis je te dis, voilà, Seb, tu peux y aller. La GT-R, tu vas dire, ok, ça va. Tu prends la Black Series, tu n'as pas l'impression que c'est... Mais alors, la même plateforme, pas du tout. Et donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est diablement efficace, très sain.
Après, bon, c'est un monstre. Hein. C'est très bien comment tu le décris, disons une GT3 un peu détunée, parce que ça te met vraiment en tête l'agressivité de la chose. Voilà. Et puis parce que bon, les voitures qui courent en GT3, là, c'est plus pour rigoler, c'est plus pour le confort. Là, c'est la pure... tu vas au max de la voiture. Quoi. Et ça, ils nous ont expliqué, ils nous ont montré plein de pièces spécifiques. Quand j'aurai ma voiture, je referai toute l'explication de ça et tout, mais plein de pièces spécifiques en disant, voilà, ça c'est vraiment hérité de la course, ça on fait ça comme ça c'est incliné comme ceci, ça on n'a pas fait ça va jamais aller là on a mis des points à la tâche. Et tu te dis, purée, tu sens vraiment là que tu peux prendre la bagnole et commencer à aller courir. Pas aux 24 heures et tout. Oui, mais tu peux aller au circuit et tu as vraiment une... Ouais, en tout cas là, on a bien envoyé, et je peux te dire, c'était costaud. Après, on a fait quelques tests, ils ont une plaine, les amis, mais un truc d'hectares complets bitumés, là où tu peux faire du drift à 230 km/h entre des cônes. Enfin, je veux dire, tu peux perdre le contrôle, tu n'arriveras pas au bout. Tu n'arriveras pas au bout. Mais vraiment, un truc, mais sans aucun obstacle, tu vas paniquer la bagnole, rien du tout. Et là, on a fait des tests de slalom. Je peux te dire que quand tu es à full power, avec toutes les aides déconnectées, c'est-à-dire SP off, DSC off, tout le machin, quand même un peu une bitch aussi. Hein, ah oui, j'imagine. Il y a encore le truc que j'adore. Positions. Ouais, ça c'est incroyable pour la traction, tu sais, dans la GTR. Ah, mais c'est ça. Oui, le gros je savais pas trop. Je savais pas trop ce que c'était, ça. C'est amusant ou... En fait, quand tu coupes le contrôle de stabilité, tu rentres alors à ce moment-là dans le contrôle de traction sur 9 positions. Et donc, quand tu es sur leur premier off, après, tu en as un deuxième qui va de on, mais tu es quand même déjà sur un autre mode off jusqu'à full off. Ah oui, donc là, elle est sans rien, quoi. Full off, un petit peu... oui. Faut avoir une petite pub pour les déodorants. Une large plaine, comme tu disais, une grande plaine où il n'y a rien là, autour. Tu peux le faire, mais sinon, c'est compliqué. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une question après, mais c'est complètement à part. Je sais pas si... Moi qui suis fan de Porsche, j'ai vu que tu avais une Taycan turbo. Ouais, d'ailleurs, j'adore le covering. Ok. J'aurais mis perso les vitres un peu plus fumées, mais c'est mon avis. Ah bah voilà, on va féliciter Nathan pour le beau covering qu'il a fait. Alors. Donc non, très beau. Est-ce que tu as les mêmes sensations parce que moi je m'en suis rendu compte hier, quand tu conduis une voiture un peu sympa, c'est le bruit surtout que tu vas attendre et la position, tout ça, tu vois. Donc est-ce que tu as la même sensation dans une Taycan Turbo S? Écoute, elle est complètement différente, elle est à part? Elle est complètement différente. Je reviens de Finlande. Là, j'étais en Finlande, en Laponie, fin janvier. Et donc, cette année-ci, dû beaucoup aussi au Covid et au fait que, tu vois, avec toutes les règles de désinfection et tout, on ne pouvait pas changer autant de voitures que les autres années. Cette année-ci, mon stage, c'était moitié en 992 Turbo S, moitié en Taycan Turbo S. Oh là là, tu vois, t'es parfait. Et donc, tu passes, si tu veux, du full... on a roulé avec rien d'autre, vraiment rien d'autre. Alors que les autres années, on roule quand même avec 4-5 voitures différentes. Tu t'amuses autant avec le Taycan Turbo S en électrique. Ouais. Tu vois, je veux dire, il faut savoir admettre. Alors, je sais que c'est un gros débat, et puis j'en ai qui sont bien enragés, de dire, ouais, mais c'est là le bruit de ça. T'as un autre plaisir. Quand tu es amoureux d'une voiture, ou quand tu aimes rouler vite, etc., ben, je veux dire, tu sais, le Taycan, ton 0 à 100 km à l'heure, 2,8, c'est le même temps qu'une Pista. Pour mon gros break 4x4. Hein. Ça, c'est dingue. Hein. C'est 2,8, mais le 0 à 60 km à l'heure, mon Dieu. C'est encore plus violent. Mon Dieu. Ouais, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas eu la chance de conduire ce genre de voiture et je me demandais, parce que j'ai vu des vidéos où les mecs, ils les mettent complètement à travers et tout, je me dis, putain, mais ça doit être joueur quand même. Tu sais entièrement t'amuser. Tu sais, je veux dire, regarde, on vient de parler des années de F1, de ceci et tout. Ben, il y a eu la période des boîtes manuelles, il y a eu la période des... Enfin, je parle pas que de la F1, de tout. Hein, je veux dire, on t'a dit qu'après, les 4 roues motrices, ça allait tuer ceci et tout. Non, tu sais t'amuser en 4 roues motrices, en 2 roues motrices, en manuel, en automatique, en ceci et tout. Enfin, moi, je suis un vrai pur passionné. Chaque voiture va apporter quelque chose, et je te jure, sincèrement, tu sais t'amuser en Taycan Turbo S électrique. Ouais, vraiment. Je suis complètement du même avis. Là, je roulais en Tesla, j'ai posté, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, mais je vois le plaisir dans l'électrique, comme je vois le plaisir dans la voiture. C'est différent, mais ça ne veut pas dire qu'un est complètement nul, nécessairement. Non. Donc, tu sais, si tu vois l'efficacité, un jour, j'ai ramené un de mes potes chez lui, là, on était un petit peu tard, la route était un petit peu mouillée, etc. J'ai commencé à envoyer un peu en Taycan, il était sidéré. Pourtant, il a aussi tout ce qu'il faut en Ferrari, en ceci, en ça, tout. Il a une très, très, très belle collection. Il m'a dit, mais quelle efficacité. Quelle efficacité. Et au final...
c'est un plaisir comme un autre. Maintenant, si toi, ton truc, c'est absolument d'entendre le moteur, et si lui, son truc, c'est ceci, et si lui, c'est de faire du drift, et si lui, c'est de faire du rallycross et tout, moi, je respecte tous les passions comme ça. Mais moi, personnellement, le Taycan dans ma collection, oui, ça. Après, le monde électrique, pour l'instant, c'est ouais. Oh, vas-y, tu peux dire ce que tu veux. C'est casme. Voilà, donc c'est vraiment une plaie. Donc moi, par exemple, typiquement, je vais marquer une petite pause dans l'électrique, quoi. Parce que pour l'instant, le réseau est insuffisant. Il y a beaucoup Ah oui, ok, donc là, tu vas... Ouais, je vais, à l'été, je mets une petite pause d'1 an. Je recommencerai en... Parce que là, tu roules c'est le Cross Turismo? Moi, c'est le Cross Turismo que j'adore en Turbo S. Je trouve que c'est une voiture qui est magnifique pour une ligne. Ouais. C'est très beau. C'est le tu sais, il y a le Taycan coupé. Donc j'ai eu le Taycan Berlin, tu vois. Donc j'ai eu le Taycan pendant 1 an. Moi, je voulais depuis le début le Cross Turismo. J'ai que des bagnoles 2 places avec des petits coffres. Donc à un moment donné, donc je voulais le Cross Turismo. Donc j'avais convenu avec Porsche, je la garde, mais je la garde 1 an. Je fais 15 000 km max, vous me la reprenez, etc. Et on discute pas. Et je passe au Cross Turismo. Ce que j'ai fait maintenant, que j'adore. En plus, je la trouve canon point de vue. Elle est très belle, très belle. Mais là maintenant, je veux dire. Post-Covid, là, le business a repris à mort. Là, je suis beaucoup trop sur la route et tout. Et donc, à un moment donné, je fais 45 km de détour pour aller me charger. Je me dis, il faut que je charge à 160 kW, sinon ça va pas arriver. J'arrive à 85. Je dis, putain, j'ai pas aujourd'hui là. Voilà, c'est un peu. Pour l'instant, l'infrastructure est pas assez. Je veux dire, tu sais, simplement venir vous dire bonjour dans le sud de la France, tu m'invites. J'ai aucun problème à faire la route avec une Black Series, avec ma Bentley. Tout ça, il n'y a aucun problème. Le Taycan, mon Dieu, il va pas falloir que ce soit un jour de départ en vacances. Ouais, c'est ça. Cette personne devant toi, la truc, lui en plus de ça il pourrait déjà avoir dégagé mais il est en train de langer le petit, l'autre il est au téléphone, tu ne veux pas bouger ta caisse parce que moi je voudrais charger la mienne. C'est ça. On voit il y a des problèmes avec il y a des vidéos cauchemars de très très longues files pour arriver au chargeur. C'est fou parce que tu n'as pas de chargeur à la maison. Il y a des fois où. Non, alors j'ai un chargeur au bureau. Non, mais j'ai un chargeur au bureau donc qui va. Donc je veux dire là j'ai une charge complète en 10 heures. Bon voilà, c'est un chargeur public mais bon attends. En fait, un truc qui m'a fait décider, justement, c'est que je suis arrivé un jour au bureau, je suis arrivé, il y a 4 emplacements, un peu en parking public, 4 emplacements de charge. Les 4 sont pris. D'accord ? Je me dis, ok, c'est très bien, je monte dans mon bureau. Puis je me mets une alerte sur le téléphone, je dis, dans 1 heure, je vais aller voir. Quand j'ai été voir 4 fois dans l'après-midi pour voir si j'avais une place à libre, je me suis dit, j'ai vraiment autre chose à foutre. Ouais. C'est vraiment. C'est donc maintenant, on va attendre que les politiques, de nouveau, reparlons politique, puisque c'est un beau sujet, nous emmerdent, donc à imposer des lois, etc., mais à pas donner derrière les infrastructures pour et tout. Donc ici, pour l'instant, le marché n'est pas prêt, quoi. Tu vois ? C'est pas assez ça. Ils sont allés trop vite sur certains trucs, mais pas assez sur d'autres. Donc là, je vois même moi, tout le monde me dit, mais pourquoi tu passes pas en électrique sur la société, passe en électrique ? Oui, mais moi, je fais énormément de kilomètres par jour. Et de se dire, d'avoir cette pression-là, je la veux pas. Donc c'est pour ça que je suis passé sur hybride. Mais tu dis, c'est vrai que c'est une pression en fait au quotidien. Tu veux t'arrêter. L'électrique, c'est fantastique. Et attention, ce que je dis ne comprend pas de critique. Donc l'électrique reste fantastique si tu as une vie qui est entre guillemets planifiée. Planifiée ne veut pas dire que tu ne fous rien ou que tu n'es pas quelqu'un d'intéressant. C'est pas ça que je veux dire. Tu peux gérer une boîte de 300 millions d'euros en partant le matin et en rentrant le soir et en allant conduire tes enfants 1 jour sur 2. Tant que c'est ça, ton planning, c'est parfait. Tu quittes chez toi, c'est chargé. Voilà. Tu peux même faire 150 km pour aller au bureau. Là, tu te recharges et tout. Le soir, tu es parti. Tu sais que tous les lundis, tu vas conduire les enfants au football et le vendredi, la fille à l'équitation. Peu importe. Et juste le dimanche, c'est un petit peu plus rock'n'roll et tu peux avoir une deuxième bagnole. Tu vois. Et quand tu as une vie ou quand tu arrives chez un client, tu as ton truc, tu peux passer chez le suivant, tu dis ok, je dois passer, etc. Et que tu commences à dire merde, j'ai plus que 55 km de charge. Est-ce que je vais faire un détour par Liège et reporte pour aller charger ? Non, laisse tomber. Quoi. Laisse tomber. Moi, je dis tant mieux que les marques et tout ça s'avancent là-dedans et font des modèles comme ça qui sont super, mais c'est vrai que parce que éventuellement tout le monde en parle, oui un jour on va devoir tous passer à ça, ou alors on aura des voitures classifiées comme collection, des choses comme ça, on ne sait pas encore, mais c'est bien que les marques s'avancent là-dedans, mais maintenant il faut que exactement les pays, les gouvernements suivent aussi et puissent apporter aux gens certains moyens qui ne vont pas rester bloqués pendant 10 heures. Faut que ça aille en même temps. Faut que ça aille en même temps. Faut que l'infrastructure soit créée aussi rapidement. Mais pour revenir sur le Taycan, moi j'ai parfois des commentaires. Bon, j'ai été comme ça aussi quand j'avais 16 ans ou 20 ans, sauf qu'il n'y avait pas les réseaux, mais j'entends parfois des gens qui disent un Taycan, c'est pas une vraie Porsche. Un Taycan, c'est une vraie Porsche. Moi, je suis 100% sûr de ça. J'ai 10 Porsche depuis 2013, un truc comme ça. J'en ai 4 à l'heure actuelle, j'en ai quelques-unes qui arrivent. J'aime bien la marque, je les connais, je suis vraiment
un Taycan, c'est une vraie Porsche. Ouais, ça, je suis convaincu. Ça tient la route, ça roule fort, ça roule tout le temps. C'est un freinage puissant, endurant, etc. Tu as un vrai feeling, tu as une remontée d'informations dans ta direction. Mon Taycan, malgré que ça soit un break, je ne sais pas si vous dites ça comme ça aussi, un crossover, de 5 mètres de long et de 2 tonnes 2, c'est une vraie voiture de sport. Et je peux te dire qu'il faut bien se cracher dans les mains pour passer devant. C'est quand même déjà sérieux. Ouais, mais c'est ça, c'est que on se rend pas compte à quel point ça peut être quand même assez joueur et assez sympa. On se dit l'électrique, voilà, comme tu dis, c'est pas. On n'aurait pas le temps aujourd'hui, d'autant qu'en plus de ça, elle est chez Chronos là, donc parce que j'ai eu le malheur de rouler dans un magnifique petit trou à la Belge, etc. Donc j'ai une jambe qui était un peu abîmée. Mais sinon, je t'aurais laissé tester ça et tu verrais que sincèrement... ça doit être incroyable. Quand même. Tu fais ton premier launch control, tu as ton sourire, tu as voulu le faire jusque-là, il va jusqu'à ton oreille tellement... Tu vois la tête des parachutistes en chute libre. Là, ouais, mais c'est ça. C'est l'image est belle, ouais. Oui, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Le premier launch control que j'ai fait de ma vie en Taycan, c'était justement avec Pog. Je suis allé donc, de la concession, mon premier Taycan, la berline, qui avait aussi un covering par Nathan. Je suis allé chez Pog, on était dans une rue derrière chez lui, on s'est dit, alors on le fait le launch control et tout, on s'est mis ça, on s'est dit, on va vomir quoi. C'est exceptionnel la poussée que ça a. Ouais. Mais c'est le couple instantané en fait, tu vois, tu as 1050 Nm de couple instantané. Exactement. Dès que tu lâches le truc. C'est impossible à décrire. Il faut le vivre. Et après on comprend. En fait, c'est Euro Disney et Walibi, comme on dit en Belgique, ou enfin je sais plus le nom. Oui, les montagnes russes. Tu vois ce truc où on te met le truc comme ça. Il y a deux types. Hein. Il y a ceux où ça démarre, ça monte et puis ensuite on te fait la chute libre. C'est pas vraiment ça. C'est ceux où tu pars comme ça parce que c'est électrique aussi ces machins-là, tu vois. Ils mettent full. C'est vraiment ça. Si tu veux connaître la sensation, tu revas là. Là-bas, ça c'est un Taycan turbo. Exact. Mais bon, on va continuer un peu sur les voitures parce que moi ça m'intéresse tellement. On a fait un petit peu Porsche, Ferrari, et surtout qu'ici, il y a eu une personne qui a quand même dit qu'il n'aimait pas, dans un dernier podcast, les jantes en or de la pista. Je vais y aller. Je vais y aller. Merci beaucoup pour votre... C'était toi, Émeric, je crois. Ouais, mais c'est pas que j'aime pas, c'est très beau. C'est juste que ma configuration, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Après, c'est vrai que c'est le blanc, bleu et or, ça sort vachement bien quand même aussi. Ah oui. Et toi, tu as le carbone bleu aussi. Moi, j'ai le carbone bleu. Ok. J'ai un petit peu pris la tête avec eux pour ça, donc ça a été c'était compliqué. D'abord ça a été oui, et puis après ça a été non c'est compliqué. J'ai dit, non c'est compliqué mais c'est signé, donc ça va quand même être oui. Donc là on s'est un peu pris la tête, il y a eu un peu de retard et tout, puis finalement il est arrivé, il est magnifique. Dans le soleil, ça doit être dingue. Ça doit être tellement beau. Il est sublime. Et donc, alors, les jantes or, c'est clairement un hommage à l'automobile sportive des années 60. Si tu regardes les Ferrari de course, les 330, les 308, etc. Elles avaient, ça c'est plus tard, mais je veux dire les 330p, etc. Toutes les années 60 et tout, elles étaient en jantes or. Il y avait une histoire à la base aussi d'une peinture spécifique de résistance à la chaleur. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est resté comme ça. Et pour moi, c'était une question d'hommage. Tu vois, c'est pas pour les mettre des jantes or parce que j'aime bien que ça brille. Hein, mais moi, je connais pas assez tout cet historique dans les voitures. Donc c'est pour ça que je me rendais pas compte. Mais je me dis, putain, c'est culotté, mais c'est beau, quoi. Enfin, mais c'est donc, tu vois, je veux dire, il y a vraiment, si tu regardes, je ne sais pas si on mettra une photo, mais bon. On peut mettre une photo là. C'est clairement, toutes ces voitures de ces années-là ont ces jantes, ces jantes or. Et à l'époque, je te dis, il y avait même une raison technique qui n'était pas en plus de ça, simplement, on aime bien le doré parce que ça va bien avec les cheveux du pilote. Moi, j'adore. Et donc, moi, je me suis dit, sur la pista, donc toi, tu l'as dit toi-même aussi, sur ce blanc qui est un très très beau blanc froid, très joli, qui va avec un tout nouveau blanc, qui est un blanc froid, qui va très bien avec ce carbone bleu. Je me suis dit, ok, là je peux, je peux le faire. Alors après, Pog en a mis une grosse couche, une toute grosse couche, une grosse couche. Donc maintenant c'est devenu, je suis tagué, je crois, 50 fois par semaine sur des jantes or partout dans le monde, dont des modèles dégueulasses, hein, donc il faut être clair. Et on en rigole toujours avec Pog à ce niveau-là, etc. Et tout, mais ça, petite confidence, il aime bien quand même. Voilà. Il le dirait jamais lui-même. Non, mais évidemment. De toute façon, là, il peut dire qu'il n'aime pas. C'est quand même moi qui le dis. Je pense qu'il regrette peut-être. Peut-être qu'il non, ça, pas à ce point-là, il ne faut pas pousser. Quoi. Mais il l'a quand même mis. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo sur la... Moi, j'ai vu la vidéo où vous êtes arrivés tous les deux. Ouais, mais la vidéo, ça config GT4 RS. Donc, qu'il a fait maintenant, voilà. Donc là, à un moment donné, il a mis au vote les jantes or, etc. Donc, je veux dire, il y a pensé. Voilà, si il avait eu les jantes or, ça lui était KTRS, ça lui plaisait. Il y a certaines voitures où les jantes en or, ça marche beaucoup, et il y en a d'autres où moins bien.
Moi, j'avais une Lotus avant, jante or, pareil pour une histoire d'héritage. Tout à fait. Mais à la fin, j'ai kiffé ça. Tout à fait. Mais cette amitié avec Pog, moi, je trouve ça trop cool. Les vidéos que vous faites ensemble, la dynamique que vous avez entre vous, la passion qu'il y a. Comment vous êtes devenus potes? Enfin, comment tout ça a commencé? Ben écoute, ça a commencé relativement simplement, comme ça, simplement un ou deux mots échangés sur les réseaux, puis on s'est croisé à un event où on a un petit peu parlé, et puis à un moment donné, il a eu son POC Tour en 2019. Oui. Et là, on s'était échangé les WhatsApp, là, etc. Puis j'ai appris que ça allait partir de pas trop loin de chez moi. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux comme te conseiller un ou deux endroits pour ceci et tout. Et puis vraiment, de fil en aiguille, plus de discussions. Et on était à nos configurations de pista. Enfin, on n'était pas ensemble, mais je veux dire, c'est le moment où on parlait et il me disait, tiens, moi j'hésite pour ceci, j'hésite pour cela, et on en parlait, etc. Et puis voilà, et puis à un moment donné, bon, c'est devenu vraiment une amitié parce qu'il y a quand même pas mal de visions. On est plus âgés aussi que vous, un petit peu. Hein, je veux dire, donc voilà, il y a des choses qu'on... Un petit peu. Calme-toi. Et donc voilà, et donc après, on a... moi, de toute façon, et là, je tiens à vous féliciter aussi, moi j'ai 49 ans, et je trouve ça fantastique, parce que ça a été mon propre parcours, les gens qui font. Oh, pardon, on a un petit bruit dans l'arrière-plan, mais désolé, continue. Je trouve ça fantastique, les gens qui font. Okay. Tu vois ? Critiquer, c'est facile, surtout depuis son canapé. Ça, c'est fantastique. Ah oui, bien sûr. Surtout aujourd'hui. Voilà. Et donc, par exemple, tu vois, toi, là, tu fais. Tu montes quelque chose. Tu es ici, à Bruxelles, tu as installé ton setup, tu as amené tes amis, tu m'as invité, enfin, tu fais quelque chose. Alors après, on peut dire c'est nul, c'est ceci, c'est... Oui, on peut tout dire. Et moi, je reste quelqu'un de positif, donc si ça te plaît pas, mais fais-le, j'attends que ça, tu vois. Pog, c'est quelqu'un qui développe une présence sur les réseaux sociaux. Alors, on le connaît, hein, le Pogito, il ne faut pas croire. Et lui, parfois, et moi, on a des discussions un peu plus animées, etc., avec des oppositions de vues et des choses comme ça. Oui, normal. Mais Pog, c'est quelqu'un qui fait. Ça, personne au monde peut lui dire. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui prend des risques. Quelqu'un qui est investi dans ce qu'il croit. Ou parfois même, je lui dis, écoute, c'est presque la limite du mieux qu'à la limite du bien, etc. Tellement il est perfectionniste, il est orienté détail, etc. C'est quelqu'un, moi je le connais personnellement, qui est ultra généreux, parfois trop. Donc je fais partie des gens qui parfois lui disent lève le pied. Non, mais je veux dire, soit protège-toi aussi, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. Donc c'est vraiment profondément une belle personne, tu vois. Et après, il est aussi imparfait que toi, que moi, que lui et tout. Dis-moi qu'il est parfait. Comme tout le monde, comme tout le monde. On a chacun notre. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc au final, si tu veux, c'est quelque chose... Alors c'est assez marrant parce que bien évidemment, beaucoup de gens nous mettent... On en joue, hein, ça c'est sûr et certain, en opposition. Hein, je dis, oui, Emmanuel prend soin de ses voitures, Pog en a rien à foutre, etc. On en joue, on s'en amuse. Il y aura toujours ça. Mais ça va te sembler bizarre, mais j'ai déjà prêté d'ailleurs, j'étais 3 RS, j'étais 2 RS à Pog de manière plus facile que je pourrais le faire à n'importe quelle autre personne qui pourrait être plus soigneuse, déjà parce que, comme il est lui avec ses affaires, il ne le sera jamais comme ça avec les miennes. Donc ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, c'est un gentleman. Et en cas de problème, un gentleman règle les affaires comme un gentleman. Tu vois. Ouais, ça c'est important à prendre en compte quand on prête les voitures, tout ça. Tu sais, au total, je veux dire, bon voilà, il faut y penser. Il faut y penser. Mais c'est super cool, vous, je trouve aussi cette amitié que vous avez, où vous avez donc cette même passion, et chacun, vous avez vos collections, vous pouvez vous prêter les voitures, vous êtes un peu au même stade dans votre passion automobile. Alors, je vais être vraiment franc avec toi. Enfin, bon, je ne vais pas vous gaver avec tous les détails, mais je vais être vraiment franc avec toi. La Pista, on a... Donc, par exemple, tu vois, déjà, nos plaques, c'est très drôle, parce que lui, il avait RS Pog, ça c'est son Audi, mais moi, j'avais RS Hot. Mais je ne connaissais pas Pog à l'époque. Tu vois, moi, j'avais Hot RS et puis RS Pog. Ah, c'est fait naturellement. C'était vraiment... je pensais que c'était un jeu entre Non, ça, c'était vraiment avant, entre guillemets. À la base, par exemple, la plaque Pog sur sa Pista, ça, c'est moi qui lui ai dit de l'acheter. Je lui ai dit, mais achète Pog, tout simplement. Quelqu'un va l'acheter. Enfin, je veux dire, achète-la. Donc ça c'est assez drôle parce que moi j'ai réussi à avoir la plaque Hot sur ma California en 2015. Je ne connaissais pas encore Pog, mais alors vraiment pas du tout. Et donc c'est marrant parce que les pistas sont Hot et Pog, tu vois. Les pistas on les a achetés séparément. Ok. Vraiment aucun rapport. Pareil, quand il a fait sa fameuse vidéo mini, moi je l'avais pas calculé en fait la mini GP3, tu vois.
Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air d'être vachement cool, etc. Avec mes liens à gauche, à droite et tout, j'ai appris que je pourrais éventuellement réussir à en avoir, voilà, toute dernière, hein, je veux dire, bon. Et c'est vrai que j'ai écrit à Pog et je lui ai dit, ça t'emmerde si j'achète une Mini? Parce que je veux dire, je veux pas avoir l'air d'être le gars qui et tout. Il m'a dit, mais non, moi je trouve ça super cool. Ouais, c'est cool. Et donc Mini Pog, moi je l'ai appelé Mini Hot, tu vois. Ouais, bien sûr. Ma 812 GTS, je l'ai acheté moi. Avant, je veux dire aussi. Il y a longtemps, tu as dû la commander il y a un bout de temps. Moi, je l'ai signé en janvier 2019. Or, j'ai vraiment commencé à connaître Pog à l'été 2019, tu vois. La Pista, je l'ai signée en 2018. Ouais. Donc tout ça, on se retrouve à avoir des collections un peu, entre guillemets, similaires, mais qui n'ont pas ça. Par contre, à l'inverse, voilà, lui maintenant, il rentre dans le monde Porsche avec sa GT4 RS. Bon, ça, je vous explique pas comment je lui ai cassé la tête, pour pas dire autre chose, pour qu'il finisse par acheter une Porsche, tu vois. Et donc voilà, donc après... ça fait partie du show et je veux dire, si les gens ils disent voilà ils se copient et tout, c'est très bien, ils se copient. Mais c'est comme ça avec tout pote, quand tu commences à vraiment parler voiture avec un ami, les goûts peut-être de cette personne vont avoir un effet aussi. Si toi t'adores Porsche et que tu parles à Pog tout le temps de Porsche, au bout d'un moment il va se dire oui, mais bien sûr. Donc ça c'est naturel entre tous. Et tu as touché vite fait sur la GTS, une de mes voitures préférées. Mais vraiment, la 812 GTS, je trouve cette voiture magnifique. C'est la Hot 812, hein, c'est ça? Et c'est la Hot 812. Ça, ouais. En fait, on a fait, ce qui est assez drôle, parce que là, avec Pog, on a un duo qui est assez... Ce qui est assez drôle, il a la Pista Spider et il a la 812 coupé. Moi, j'ai la 812 GTS, donc Spider, et j'ai la Pista coupée. J'avais pas pensé à ça. Voilà, donc on a l'inverse, entre guillemets, Vous êtes complémentaires, on va dire. Complémentaires là-dedans. La 812 GTS, je vais t'en être avec toi la semaine passée, donc je l'ai amené maintenant ici au garage Francorchamps, un petit entretien là, post-hiver. J'ai pas roulé pendant l'hiver avec, parce que beaucoup de travail et puis beaucoup de bagnoles. Et j'ai repris cette voiture là, il y a 3 soirs. Là. Je suis allé la chercher à mon garage à 23h. Je suis reparti sur la route. Tu sais abaisser la petite vitre derrière, tu vois. Ouais. Incroyable. Mon Dieu. Le bruit de cette voiture. Je t'explique pas, j'en ai du frisson. Ça, c'est un plaisir. Des frissons. Et comparé à la coupée, quand même, ça fait une grosse différence, je trouve. La voiture. Oui, mais celle de Pog fait plus de bruit que la mienne parce que les filtres sont passés par là. Ah oui. Et donc sa voiture fait plus de bruit que la mienne. Parce que la sienne, c'est une assez super fast. Oui, et c'est je pense une des premières. Il a eu très tôt. Voilà. Ouais. Et donc la sienne fait un tout petit peu plus de bruit que la mienne. Par contre, la mienne, la possibilité de baisser le truc, c'est exceptionnel. Ça, c'est trop cool. Et vrai que ça, c'est la Ferrari V12, la 812, tu vois. Ouais. En Spider, quoi, en décapotable. D'accord, c'est vrai qu'il y avait la même chose sur la. Je ne connais pas toutes en fait à chaque fois. Donc, la 600 LT d'hier, il y a aussi la même option. Tu peux baisser la petite vitre, même quand tu as le capot fermé. C'est vrai que ça, c'est une option. Et Pog a ça sur sa Pista Spider, et j'avais ça sur ma 488 Spider aussi. Et donc moi, j'ai fait, sur ma 488 Spider, j'ai fait 90% des kilomètres, 90% des kilomètres avec la vitre baissée. Parce que même s'il pleut, pas si tu es à l'arrêt en ville, hein, mais même s'il pleut sur une route, tu roules à 80. Il n'y a rien qui rentre. Non, il n'y a rien qui rentre. C'est derrière, tu vois, tu as un petit débord, etc. Donc ça, c'est une option. Et tu profites vraiment bien. Et ça, c'est incroyable sur toute voiture, mais j'avoue, si tu dois l'avoir sur une voiture, c'est le V12 Atmo. Plutôt que tu vas sur la McLaren. Oui, bien sûr. Le V8. Mais je me rappelle quand on était au Mans, tu m'as montré la config de la 812 avant. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a du coup des voitures qui arrivent dont tu as envie ou tu peux parler? J'ai pas envie de. Mais quand même, il faut qu'on creuse un petit peu. Je sais que les gens qui regardent, ils se demandent Emmanuel, qu'est-ce qu'il a arrive? Donc. Lambeau, la STO, ça, elle est confirmée. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé 25 fois. La config est secrète. Hein, ok, la config est secrète. Voilà. Beaucoup de carbone. Ouais, d'office. Beaucoup de carbone. D'office. Donc, mais la config est secrète, mais tu verras, elle a été très, 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 très soignée dans les détails. Ok. Et puis voilà. Comme la 812, il y a des détails sur la 812, les petits détails rouges, tout ça, voilà. très beau. Là, on sait. Moi, après, tu sais, la 812, je l'ai voulu calme. Oui. Donc la Lambo ne va pas être calme. Non, c'est un choix sur la 812, tu vois. C'est un choix sur la 812. Ouais. Au contraire, la Bentley, elle est plus... tu vois, c'est une couleur un peu gris-crayon, Grinaldo, etc. Jante noire, intérieur Alcantara, noir, rouge, cuir, etc. La Bentley, je l'ai voulu justement un petit peu plus sport. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de la prendre en bleu nuit à l'intérieur Magnolia avec la ronce de noyer, quoi. Juste pas moi. Donc, la STO, vous me donnerez votre avis. Donc,
Quand on la voit, mais c'est imminent, hein, je veux dire, ça sera dans les 30 jours qui viennent. Ah waouh, ok. Ouais. Donc ça, je suis assez curieux. C'est ma première Lambo. Je suis super content. J'ai dit Satmo et tout. Enfin, ça va être dingue. J'ai entendu que des bonnes choses. Je crois qu'avec les voyages qu'on fait à Bruxelles, à chaque fois, je crois qu'on va revenir assez souvent. Mais à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Écoute, je vous lance l'invitation pour d'ici, revenez, je ne sais pas moi, genre fin avril, un truc comme ça. Je vous ferai visiter le garage avec. J'adore la Belgique. Génial. La mise en avant des voitures. Donc la Lambo, je pense. Alors, tu sais. Moi, je respecte les goûts de tout le monde, quoi. Je veux dire, toi, tu l'aurais prise en rouge, toi en noir, toi en bleu. Moi, je l'ai pris en... Trop fort. Et donc, après, je respecte vraiment les goûts de chacun. Moi, j'ai voulu faire cette config-là. C'est la config où je me suis pris le plus la tête sur les détails. Ok. Donc là, j'ai vraiment... Alors, il y a des trucs... voilà, les gens diront, j'aime pas... les goûts et les couleurs, voilà. T'aimes pas. Oui, c'est pas ta voiture, c'est la mienne. Je vais pas la repeindre et puis voilà. Mais... Là, je suis allé sur des petits détails, et notamment 2-3 petits trucs avec ad personam chez Lamborghini, où ils m'ont dit, ouais, ça va être compliqué. Je dis, oui, mais il est marqué ad personam, donc ça va quand même être comme ça. Et ils ont fait un très beau travail. J'ai été bien soutenu par la concession qui a bien travaillé avec bien moi. Lancé, la concession là, m'a bien suivi, mais on a bien dégusté là, sur les détails. Mais donc voilà. Donc ça, je suis très content. Ensuite, j'ai la Black Series qui arrive. Ouais, du coup, ouais. Voilà, la Black Series, ça sera pour le mois. Config secrète aussi. Non, j'ai publié la config, je l'ai publiée sur mon Insta, j'ai publié la vidéo où je suis allé faire la config et tout. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il pourrait y avoir une petite modification ou l'autre, vu la longueur et tout, mais bon, voilà. Hein. Alors ensuite, j'ai la GT4 RS qui arrive. Ok. Donc une note avec Pog que vous allez avoir en commun. Bon, moi, la GT4 RS, je l'ai commandée depuis... Oui, ça, tu m'en avais parlé au moins aussi. Ça fait longtemps. C'est sûr et certain. Donc là, la mienne arrive, je crois, en juillet. Là, j'ai pris le Signal Yellow, donc il y a un jaune PTS. Génial. Un jaune un peu, tu vois lequel, un peu mangué comme ça. Exact. Donc, assez... un peu orangé, mais pas vraiment du tout. C'est pétant, quand même. J'aime bien ça. Et qui a plus de profondeur que le jaune qui est dans la... C'est ça. Je crois le Racing Yellow qui est dans les catalogues d'options standards. Donc ça, elle est bien. Oui, non, je pense qu'elle va vraiment être bien. Alors, les jantes, de quelle couleur? Tout le monde va hurler tout. Alors écoute, j'ai fait un petit test sans en être vraiment convaincu si ça va aller. J'ai pris ces fameuses nouvelles jantes bleues. Ok. Je pense que ça peut être sympa. Hein. Oui. Alors il y a des jours. C'est osé, hein, quand même. Ouais, alors mais écoute, c'est osé, oui. Écoute, il y a des jours où je me dis ça va être chaud. Il y a des jours où je me dis ça va passer. J'en ai discuté avec le patron de la concession où j'ai dit écoute, dis-moi vraiment ton avis et tout. Il m'a dit ça va le faire, ça va être bien. Mais c'est convenu une chose. Elle arrive. Je vais voir, j'aime pas, je refais peindre les jantes en noir mat et puis c'est voilà, ça va coûter 50 balles ou 800 balles, enfin je veux dire. Autant tester. Voilà, autant tester, je veux dire, je garde tu vois, je garde le modèle. Si ça marche, ça va être bien. Si ça marche, ça va être bien. Ouais. Si ça marche, ça va être bien. Il faut voir en photo. Il n'y en aura pas beaucoup qui auront osé, en tout cas. C'est ça le truc qu'il faut aussi prendre en compte. Hein. Moi, en architecture et tout, j'aime bien tout ce qui est le minimalisme, tu vois. Et donc ici, je me dis, j'ai pas envie que ça soit Bozo le clown. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est sûr. Voilà. Donc, je vais voir. Et sincèrement, mon âme et conscience, si j'aime bien et que je trouve que ça marche, je les laisse. Si j'aime pas, je les laisse pas. C'est-à-dire, je fais juste repeindre les jantes ici en Belgique. Et après, si j'ai décidé que je les laissais et que je les aime bien, lui il aime bien, lui il aime pas, lui il aime pas. Enfin bon, oui, ça c'est ton choix aussi, quoi. Donc voilà. On va voir. Honnêtement, on verra exactement. Ouais. Honnêtement, on va voir. Donc ça va être sympa. Donc oui, mais c'est déjà pas mal tout ça, non? C'est déjà pas mal. C'est déjà c'est vrai que ça va être une très belle année pour toi. Enfin, je dois avoir une hâte. Et connaissant Emmanuel, il y a aussi 2-3 petites surprises qui après, il y a encore 2-3 surprises, mais je vous dirais ça au prochain podcast, non? Ça serait quand même. Oui, prochain podcast, voilà. Comme ça, vous me réinvitez, quoi. Moi, j'avais une petite question pour toi. Donc, dis-moi. Il y a beaucoup de supercars, beaucoup de upcoming hypercars aussi. Pas encore. Hypercar, je tourne autour. Voilà. J'attends. J'ai dit ça va venir, ça va venir. Et dans le monde des classiques, qu'est-ce qui disons t'excite ou qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu appelles déjà classique? Parce que tu sais, entre les Bentley d'avant-guerre
la Ford Mustang dont je viens de parler et tout, les voitures des années 70 ou alors maintenant, enfin 70, et alors maintenant les 90. Bah, tu parlais de la TR, ça c'est une voiture qui était en, disons, années 90. La mienne, c'est 94. Ok. Moi j'en ai une de 92 là. Oui, donc ça c'est les premières TR. Exact. Mais on peut dire jusqu'à là, même, tu vois, il y a des Maserati MC12 qui sont de 2005, qui sont considérés aujourd'hui limite comme des voitures un peu classiques. Je l'aurais pas mis dedans, par exemple. Non, moi non plus. Une MC12, j'aurais pas mis dedans. Si on dit 2000, l'année 2000, voilà. Oui, mais vous voyez, enfin, je veux dire, c'est... Je vois ce que tu veux dire par rapport au Moi, j'arrive pas à mettre 2000 non, moi, j'aurais dit plus 70, tu vois. Voilà, on va dire jusqu'à la TR. Disons jusqu'à la TR. Alors, écoute, moi, je vais pas dire mon rêve, je vais dire mon fantasme, c'est pas encore la même chose. Vous avez quel âge, vous, tous les trois, là? Dis un peu. 27. 27? 25. Quand vous aviez des posters de bagnoles dans votre chambre, c'était quoi? Une Cobra. Une Cobra? Ok, une Cobra, assez Cobra, années 60 et tout? 289. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça aussi. Moi, c'était Porsche plus. Et quel Porsche? 911. Mais les anciennes, enfin les anciennes, pas tout ce qui, non même pas, c'était Porsche et même Audi RS5 pour te dire, mais enfin quand j'étais jeune quoi, j'avais. Oui, mais tu vois par exemple c'est très intéressant parce que lui par exemple donc même âge que toi, lui il est sur une voiture des années 60 donc il aurait pu être. Non moi c'était plutôt les nouvelles. Même pas de moi, moi je suis né en 72, 72 donc je veux dire, voilà, mais ce qui aurait pu être une voiture de la génération encore d'avant moi. Toi c'est plus les récentes. Et toi par exemple? Alors moi c'était Scoot, R8, Zonda. Aventador. Moi, j'avais ces 4 en poster dans ma chambre en pension à l'école. Regarde, je trouve ça super intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit, si tu veux savoir, bon, moi je ne vois pas l'automobile comme un investissement. Je veux dire, moi je travaille pour gagner mon argent, c'est une passion. Jusqu'à présent, je peux gagner de sous avec. Si demain j'ai l'occasion, je dirais que, pas que j'ai l'occasion, si demain je dois vendre une voiture et que j'ai gagné 10 000 balles dessus ou 50 000, ben, je préfère plutôt que d'en perdre 100, ça c'est bien d'accord. C'est pas une voiture en ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ça va peut-être te parler, qui m'a dit, si tu veux savoir les voitures à acheter maintenant, qui seront les investissements dans 20 ans, pour autant que politiquement et environnementalement, blablabla, on sait les utiliser, mais il m'a dit, regarde les voitures que les gars de 15 ans, 20 ans ont maintenant dans leur chambre, parce que eux, c'est la même génération que chez moi. Moi, qu'est-ce que j'avais à mon mur? Qu'est-ce que j'avais à mon mur à 16 ans? Donc en 88, qu'est-ce que j'avais? Porsche 959. Okay. Bam. Lamborghini Countach. Bam. 512 TR. Bam. 288 GTO. Magnifique. C'était pas la 512 TR, c'était la Testarossa. Oui, la Testarossa. Mais donc, pour te dire, voilà, ça, c'est ce que j'avais. 288 GTO, qui était déjà plus au catalogue, mais qui n'avait jamais que 3-4 ans. 959 Countach. En fait, regarde les codes de ces bagnoles-là, et tu comprends qu'à un moment donné, non seulement elles sont classiques parce qu'elles sont classiques, ça c'est une bonne phrase qu'il faut noter, mais en plus de ça, c'est toute une génération de gars comme moi, 40 ans, 50 ans, 55 ans, qui, voilà, ta barrique est payée, tes enfants... Qui veulent acheter la voiture qu'ils avaient sur le mur. Mais exactement. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Et en fait, tu comprends là... Moi, par exemple, maintenant, mon fameux... Je reviens, pour montrer que j'assume les idées, au fameux fantasme, c'est la F40. Ouais. Mais moi, j'ai connu la F40 à 250 000 euros. Mais 250 000 euros... 250 000 euros à l'époque où elle était à 250 000 euros, il y a encore 10 ans ou un truc comme ça. Moi, à ce moment-là, au niveau business, je ne pouvais pas me permettre ça. Ouais, bien sûr. Tu vois? Et maintenant, elle vaut 1,5 million. Ouais, maintenant, on est plutôt sur le 1,3 million, le 1,5 million. Je me rappelle d'un article qu'on s'est forwardé avec des potes il y a 5 ans ou je ne sais pas combien, ou 6 ans ou un truc du genre, où il y avait les premières annonces des F40 qui commençaient à arriver à 500 000, 550 000, et l'article disait « Est-ce la prochaine Ferrari qui vaudra 1 million d'euros dans les trucs ?» Et je me suis dit « Putain, déjà 500 000, bon, mais 1 million, non, ça je ne vais pas mettre ça, parce que maintenant il faut être d'accord, une F40... C'est pas possible. C'est pas possible, hein, tu as ton réservoir à 20 000 euros à changer tous les 3 ans. C'est ça, exactement. Tes entretiens, je t'explique même pas, etc. Voilà, moi j'ai un pote français d'ailleurs, que j'aime beaucoup, je salue, on le regardera, qui a une F40, qui roule comme un pété avec dans les rallyes, mais un pété. Hein. J'ai des amis en Ferrari moderne qui ne savent pas le suivre. Hein, il s'est très bien roulé, il n'aime que des caisses comme ça, très pures, très hardcore, mais il m'a dit lui-même, je veux dire, voilà, c'est pas un cadeau, quoi. Oui, non, la maintenance, tout le package avec ce genre de voiture, c'est cher. Moi, je peux te dire, je vois des voitures passer sur le marché, enfin, même off-market dont j'entends parler, c'est des voitures qui ont 50 000 km, il faut la pas rouler depuis une dizaine d'années. Elles sont restées dans un garage, il faut tout refaire sur la caisse. T'en as pour 80 000 balles. Facilement, très facilement. S'il n'a pas de dégâts de polyester, machin. C'est ça.
Exact. Et ça. Mais après, elle monte un peu enfin, on sait jamais. Oui, mais après, c'est toujours le truc. Ouais. Tu sais, en fait, c'est toujours le problème. Et là, tu vas avoir la même chose en art, en horlogerie, en plein de trucs, etc. Je veux dire, si c'est un investissement très bien, alors je veux dire un truc très malin aussi, tant que ça monte, hein. Ouais, c'est ça. Si d'un coup tout le marché s'effondre. Parce que demain, ta vie en dépend, tu dois aller conduire tes 2 gosses à l'école et aller à ton travail et tout avec une F40, dans la tu préfères une Dacia. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Déjà, pour mettre la ceinture, c'est compliqué. Non, mais voilà, ça, c'est sûr et certain. Donc, tu vois, il y a une valeur tant que le marché est d'accord de donner une valeur à un machin qui est profondément pas pratique, etc. Tu sais qu'une F40, il y a 1 an, tu pouvais en acheter une pour 800 000 €. Hein. C'est vrai? Ouais, il y a pas. Enfin, en début 2021, on a proposé une avec 27 000 km à 1 million. Ça, c'était ferme. Ouais. Et puis une autre avec 35 000 à peu près. Celle-là, c'était à 875 000. Il y a moyen de dire que tu n'avais pas bien fait attention aux mails. J'aimerais bien revenir en arrière, c'est certain. Oui, mais bonjour, désolé. Est-ce que c'est toujours dispo? Je parlais de MC12 aussi. Ça, c'est une voiture qui, dans les derniers 3 mois, est en train d'exploser, mais complètement. C'est vrai? Absolument. Bon, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre aussi. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 50 d'estradales. Ça, c'était une voiture qui valait 1,5 million, 2 millions il y a 4 mois. Aujourd'hui, elle vaut 3,5 millions. Oui, bon, ça, c'est pas ma ligue de toute façon. Mais c'est vrai que c'est. Mais par exemple, tu vois, on parlait de classique. Moi, dans les années. Allez, il y a quoi? Je vais te dire 2010, 2012, un truc comme ça. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir une ancienne. Et je pensais à une Ferrari. Je voulais une Ferrari V12 des années 60. Je vous explique pas que la 250 GTO, on va pas en rêver. GTBC, on va pas en rêver. Short Wheelbase, on va pas en rêver. Donc, tous ces trucs-là, c'était déjà en millions. Alors je regarde un peu ce qui est sorti dans les années 60 et je me dis que par ce phénomène en fait de dilution, etc., quand quelque chose est saturé, tu vois, les gens ils vont à côté, donc ça finit par faire monter un marché. On a ça de nouveau en immobilier, en art, en horlo, etc. Et je me dis, la 330, tu vois, pas la GTC, mais la GT2+2. Moi j'adore la GTC personnellement. Oui, mais qui elle aussi vaut déjà un paquet de sous. Oui, mais moins du million. Oui. Mais moi, je vois une GT2+2, tu vois, et je me dis, une GT2+2, tu as ton V12 Colombo, tu as pas mal de... Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'esprit des années 60, tu as tes roues de machin, etc., tu as tout ce qu'il faut, et je me dis, ça, je vais m'acheter ça. Les annonces sont vraiment réaliste. Et je me dis, tu sais quoi, j'achète ça, je vais pas en mourir. Au pire, s'il y a des frais et tout à faire, je mets une bâche dessus, je loue un box quelque part et tout. Et financièrement, dans quelques années, je ferai les frais et tout. Et j'aurai ma Ferrari V12 des années. Absolument. Je me mets en quête. Je me rappelle plus, mais mettons qu'on est en 2012 là. Ça ne m'étonnerait pas. En 2012, j'ai 40 ans et j'ai ma crise de la quarantaine elle a dû commencer avec ce genre de truc. Donc je me suis dit, je vais acheter une bagnole comme ça. J'appelle en Italie, il y en a une très belle sur annonce, elle doit être matching number, etc. Bien donc sûr. J'appelle le gars, je lui dis je peux avoir les photos, etc. Il m'envoie un numéro de châssis qui n'a pas le même numéro que le numéro de moteur. Je l'appelle, je lui dis écoute, je crois qu'on ne s'est pas super bien compris sur la notion de matching number. Et il me répond le matching number, parfois il matching, parfois pas. Je dis au revoir monsieur. Ça c'était réglé. J'ai une annonce en Angleterre d'un gars, là je suis un petit peu plus prudent, je me fais envoyer 250 photos, etc. Donc il me dit non, elle est nickel et tout. Alors je ne sais pas où il est allé chercher ces putains de photos, mais quand je suis arrivé en Angleterre, quand même, je me suis déplacé pour aller voir sa caisse. C'était une bouse infâme, hein, je veux dire, un truc... Pas du tout ce que tu as vu dans les photos. Pas du tout ce que j'ai vu. J'ai dit, mais monsieur, bienvenue dans le monde de l'automobile classique. Mais clairement, je vois ça et tout, j'étais dégoûté, etc. Je me barre, beaucoup de boulot, donc quand je vais glander 36 heures en Angleterre pour voir que ça ne correspond à rien, j'étais un peu de mauvaise humeur. J'ai une annonce, j'ai une annonce du côté de... je pense de Rennes, ou je ne sais même plus où. Et j'ai une annonce et il y a une voiture qui est à vente 85 000 €. Ok. En 2012. En 2012. Ouais, ok. J'appelle le gars, là, c'est au moins dans ma langue, etc. J'appelle le gars, je dis, monsieur, elle est dans quel état votre voiture? Il me dit, écoutez, elle n'est pas parfaite, hein, vous en doutez bien, etc. Mais sincèrement, vous venez avec en train, je viens vous prendre à la gare et vous rentrez avec en Belgique par la route, quoi. Ok, bon, ça donne une idée, quoi, tu vois. Ça va, on est 4 gars, là, tu peux imaginer ce que ça peut donner, ça. Je me dis, ok, 85 000, etc. On s'échange quelques photos, etc. Je me dis, j'y vais. Je termine super tard au boulot, mais je ne sais plus à quelle heure, 23h ou un truc comme ça. J'avais mon Audi S8 à l'époque. Oui, donc c'est bien que je suis en 2012. J'avais mon Audi S8, je suis au bourg en France, là, comme un abruti. J'arrive à quelques kilomètres de chez lui à 6h du matin. Je prends un Ibis ou un truc comme ça de bord de route. Là, j'ai à dormir 1 heure ou 1h30. J'avais rendez-vous chez lui, je crois, à 8h30 du matin. Je fais les derniers kilomètres, j'arrive. Le gars me reçoit en béquille. D'accord? Il arrive en marchant comme ça en béquille.
Ok, et il me dit j'ai un petit problème. Je dis pardon, je vois ça. Non, j'ai un autre problème avec la voiture, c'est qu'en fait, vous voyez, j'ai un plâtre, etc. Et pour la sortir hier de la grange, pour la mettre, pour qu'elle soit belle, pour que vous arriviez et tout, en fait, avec mon plâtre, je suis resté coincé dans le truc et tout. En fait, il a bourré dans le pilier de sa grange avec la caisse. Oh merde. Oh non. Je dis putain, je suis à 700 km, je sais pas combien de chez moi là et tout, je suis crevé et tout. Bon, et je me dis ok, on va voir un truc. Et en fait, ça t'a dégoûté ou... Non, mais après on va voir l'étendue des dégâts. Et alors dans les lavants, il a un trou, mais je veux dire, il y a vraiment un trou, mais je veux dire, j'y mets, tu mets un casque quoi, tu vois, elle a un peu dégusté quoi. Alors c'est vrai que j'avais prévu de la restaurer complètement, mais enfin, reconnaissez les gars que... Ouais, là t'es dégoûté, ouais. Ça te casse un peu le moral quoi. Hein. Et je dis, ok, bon, alors après je regarde tout le reste, il n'y a plus de bouchon d'huile, je veux dire, il a mis un caleçon avec un tissu et un plastique dessus et tout, je dis, écoutez ça, faire quand même toute la route pour le retourner en Belgique, ça chaud un petit peu aussi. Je regarde, bon après c'est 85, je dis, bon écoutez, je vous fais une offre, sincèrement elle est plus tout à fait dans les têtes, je vais vous faire une offre, à 80 je vais la prendre quoi. Hein. Ah non, c'est 85, je dis, monsieur, il y a quand même un objet qui correspond à un état, je veux dire, vous la démolissez, va être le même prix. Oui, mais il s'en est vendu, nos enchères, 160 000. Oui, une restaurée classiquée avec tous les papiers de chez Ferrari. Ici, on parle d'un truc un peu démoli, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil. Hein. Et donc, je suis parti. Il m'a appelé 5 fois sur la route pour me dire « Ouais, mais réfléchissez bien. » Oui, non, mais c'est tout réfléchi. Enfin, je veux dire, 80, je m'arrête sur le bord de la route, je vous fais un virement, j'envoie un plateau, chercher la bagnole parce que je vais quand même pas rouler avec ça. Mais 85, ça va être chaud, quoi. Et en fait, maintenant, ça vaut combien ? Dans les 200, 300 000, même plus. Tu vois, et donc, en fait, si tu veux, ça, c'est les genres de trucs où après, tu te dis, bon, mais j'aurais été incapable de dire, non, mais c'est pas grave, d'ailleurs, regarde, je vais sauter encore une fois moi-même dedans. Ouais. Mais, donc là, ça a été le dernier un petit peu coup au moral. Et puis, je suis allé une semaine après chez un marchand parisien qui en avait une. Et il m'a dit, allez, je vous fais confiance, allez faire un tour, etc. J'ai pris cette bagnole, j'étais roulé. À un moment donné, j'étais à un feu rouge, là, elle a commencé à fumer blanc dans tous les sens et tout. Et tu sais quoi, je me suis dit, c'est pas pour moi en fait. Ouais, la classique, ouais. Ouais, en fait, je me suis dit, c'est pas pour moi. Alors, une très très belle chez un, tu vois, marchand certifié, tout machin, etc. et tout. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais là, c'est le truc qui m'a. Je me suis dit, ok, c'est bon. T'as fait tes recherches, t'es allé voir, t'as expérimenté. J'ai fait une démarche, tu vois, c'est ça que j'ai été un peu long à vous expliquer là, mais voilà, ça c'est une démarche. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas le temps avec tout ça. J'ai pas le temps. Et oui, non, mais c'est sûr, parce que c'est vraiment. Il faut s'y connaître aussi. Il faut s'y connaître, c'est un métier. C'est un métier. Absolument. Alors, moi, j'ai une petite dernière question, parce que ça me fascine ici en Belgique, les plaques d'immatriculation. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dessus, quoi. 8 caractères. 8, hein, je sais que j'ai dit 8. 8 caractères. Si tu as des lettres et des chiffres, ils doivent être séparés par des tirets. Ouais. Tu ne peux pas avoir de mention à caractère sexuel, religieux, politique, etc. ou injuriant. Mais je veux dire, sinon, dans les 8 caractères, il y a moyen de se faire déjà plaisir. Et c'est un prix fixe, c'est ça ? Alors, c'est 1 000 €, non ? C'est un prix fixe. Alors ça, pour te montrer, parce qu'il ne faut pas croire que vous avez que des bêtes politiques chez vous. Nous, on en a quand même des bons gros stupides aussi. Pendant des années, c'était 1 000 € en Belgique. Et puis il y a un abruti qui a dit dire ouais mais c'est quand même dégueulasse, c'est un truc de riche, etc. et tout. Donc c'était quand même, il fallait noter, le seul impôt que les gens payaient avec plaisir. Hein. Oui, c'est vrai. Ça mérite d'être noté. Et donc il y a un abruti qui s'est dit on va le faire passer à 2 000 €, ça sera bien fait pour leur gueule, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas un gars qui dans cette réunion, enfin payé par le contribuable, qui a dû dire tiens les gars, peut-être qu'à 2 000 les gens ne vont plus le prendre. Mais c'est vrai que si ça avait descendu de 50%, ça faisait les mêmes recettes pour l'État, mais en fait, c'est descendu genre de 80%. Ça a baissé de 80%, donc ça a été une perte sèche pour l'État. Donc tu vois, parce que c'est le moment où les gens se disent à 1 000 €, il y a plein de plaques à Bruxelles, ta copine, elle s'appelle Suzette, tu mets Suzette sur ta plaque. Mais oui, voilà, c'est ça. De ta polo à 8 000, et tout le monde trouve ça rigolo. Mais parce que bon, nous les Belges, on est quand même un peu cool avec tout ce truc-là. 2 000 balles, l'humour, ça commence quand même. Oui, non, c'est vrai que ça fait mal. 2 000. Donc ça s'est écroulé. Ouais. Moi, par chance, pendant cette période-là de 18 mois, 20 mois, j'ai pas eu de bagnole qui arrivait, donc ça, c'était bien. Et puis, il y a un gars qui s'est dit, les gars, on les remettrait quand même pas à 1 000. Exactement. Donc maintenant, c'est retourné sur 1 000. Et maintenant, c'est retombé sur 1 000. Voilà. Et tu revois des plaques de partout. Et tu revois des plaques de partout. Est-ce que, donc, il faut juste que la plaque soit dispo ? Alors, il y a un site de la direction de la DIV, direction de l'immatriculation des véhicules, enfin un truc comme ça. Donc, tu vas sur un site, tu t'identifies avec notamment des applications numériques et des trucs du genre. Tu vérifies si la plaque est dispo. Si la plaque est dispo, tu payes tes 1 000 balles. Donc tu dis, je la prends. Il te la garde pendant 3 jours, 5 jours, je ne sais plus exactement.
Donc, à ce moment-là, tu payes tes 1000 balles. Ta plaque, elle t'est réservée pendant entre 3 et 6 mois. Donc, tu dois immatriculer une voiture. C'est ça, 3 ou 6 mois? Mais c'est comme à Monaco, c'est un peu la même chose. Et donc, pendant cette période-là, donc, tu sais que ta voiture va arriver. Et donc là, tu te dis, OK, je réserve la caisse. Et quand tu reçois tes formulaires d'immatriculation, tu mets j'ai déjà une plaque et tu cliques sur celle-là. Donc, c'est relativement facile. Les 1000 euros, bon, ben voilà, si tu fais voilà, c'est assez sympa. Après, nous, ce qui est drôle en Belgique, c'est ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays aussi, c'est que quand tu reçois ta plaque, je sais pas si c'est la même chose pour les customiser, mais tu reçois une plaque. L'arrière, c'est la plaque principale. Tout après, tu vas dans on appelle ça une cordonnerie ou genre un magasin des coins. Lui, il est vraiment belge. Hein. Ouais, ça veut dire, voilà, non, mais tu vas dans un magasin comme ça, ils te font ta plaque de devant aussi, vite fait, et ça coûte 10 € même pas. Et voilà, tu as tes 2 plaques, tu dois pas payer en plus. Alors, je dois t'avouer qu'avec les caisses que j'ai, c'est le concessionnaire qui s'en occupe. Oui, bien sûr. Et j'espère que c'est le cas pour pas mal de trucs là. Mais c'est vrai que si tu achètes une voiture d'occasion, ça c'est clair, tu vas faire chez. Ok, tu vas chez le cordonnier. Faire les types qui te font des copies de clés et tout, ils ont un truc et tu refais ta plaque. Ouais, super pratique. Donc ça, c'est toujours. Est-ce qu'il y a un marché secondaire de ça? Parce que du coup, imagine, toi, tu as Cédric. Non. Et qu'un autre Cédric veut acheter la plaque Cédric, ça. Non, il y a un marché, par exemple, qui est très connu en Angleterre. C'est là où il y a la plaque d'immatriculation la plus chère du monde. Il y a F1, 10 millions d'euros, 10 millions de livres, je ne sais même pas. Oui. Donc en Angleterre, on te vend des plaques. Ici, en Belgique, la plaque, elle appartient au propriétaire. C'est nominatif. Nominatif. Donc, si tu as une plaque, par exemple, tout simplement sur le nom de ta société et qu'après, tu décides de la faire passer sur ton nom privé, c'est terminé. Je veux dire, la plaque, elle reste sur le nom de ta société. Après, tu peux la faire changer de bagnole tous les ans, ça, il n'y a pas de problème. Mais, je veux dire, c'est nominatif. Et je connais quelques personnes, donc par exemple mon ami Laurent Louillet, qui est le plus grand distributeur BMW en Belgique, lui par exemple, il a vu que quelqu'un avait une plaque BMW, et Laurent la voulait pour lui, donc il est allé trouver le type, et il lui a dit, bon ben, il y a moyen de l'acheter, donc on ne connaît pas les détails de la transaction, et donc qu'est-ce que fait le gars? Le gars résilie sa plaque, la rend. Et lui, à ce moment-là, il la rachète dans les 3 secondes, mais ça ne peut pas être une session entre deux personnes. Tu vois, tu dois la retourner. Au moment où il est retourné, Laurent la réserve directement et l'équipe sa voiture de tous les jours. Donc il a la plaque BMW pour un concessionnaire, enfin un concessionnaire, je ne sais pas combien de garages, mais combien de concessions. Donc lui, il a la plaque BMW, donc ça c'est super cool pour lui. Et le gars, alors après, tu lui dis, voilà, je vous paye la réimmatriculation, parce que lui doit réimmatriculer son véhicule. Donc la taxe, une fois, il doit l'avoir, sa nouvelle plaque éventuellement. Donc je ne sais pas les trucs, mais disons que ça, il y a moyen. Mais il faut... Ok, et est-ce que maintenant, parce que toi, tu as des plaques personnalisées sur presque toutes tes voitures, est-ce que quand tu te balades avec les voitures, grâce à ces plaques, il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Instagram ou qui te connaissent des vidéos de POG, qui viennent te voir, qui t'arrêtent sur l'autoroute, tout ça? Tout le temps. Ouais. C'est cool ça quand même, hein, de pouvoir rencontrer des passionnés à travers tous les jours. Tous les jours. Je veux dire, sincèrement, moi je traverse Bruxelles d'un bout à l'autre. Je prends mon Instagram, c'est je t'ai vu avec Hotspeed, avec HotRS, je t'ai vu avec Tapista, t'étais ici, là-bas, j'ai pas voulu te dire bonjour, mais j'adore ce que tu fais. Enfin, ça c'est tout le temps. C'est cool parce que tu rencontres vraiment beaucoup de monde et des personnes passionnées à travers ça, quoi. Fantastique. Écoute, moi j'ai pas une communauté énorme, je crois que je suis à 66 000 abonnés. Mais j'ai une communauté où on a un chouette rapport d'engagement. Donc, je veux dire, j'ai des très beaux chiffres. Une story, c'est 35 000 personnes qui regardent. Donc, c'est beaucoup par rapport à un truc. J'essaye pas de... c'est vraiment le partage de la passion. C'est suivi quasi que par des hommes, dans la tranche de principalement 25-35. Et beaucoup qui avouent y trouver une inspiration eux-mêmes à faire des efforts et arriver, etc. En sachant que c'est à 25 que tu fais en sorte d'être bien plus tard. C'est pas à 65 que tu... moi, ça m'inspire. Moi, je suis au 25 maintenant, donc moi, ça m'inspire. Tu as un super parcours, hein, je veux dire sincèrement. Et de nouveau, je relis par rapport à ce que j'ai dit. Tu fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux critiquer autant que tu veux. C'est très bien. Tu sais, ce qui est magnifique, c'est qu'on vit dans un monde où il y a de la place pour tout le monde, quoi. Ça c'est vrai. Tu vois, je veux dire, contrairement à avant, on n'est plus dans un monopole d'une radio-télévision d'État. Hein. Je veux dire, ici, on a la liberté du téléphone. Hein. Moi, je veux dire, si tu n'es pas content, tu te désabonnes, quoi. Absolument. Moi, j'ai un compte qui reste très positif. J'ai vraiment, moi, je crois que j'ai banni sur mon compte peut-être 4 personnes depuis le début 2021. Donc, je veux dire, j'ai pas de haters de quoi que ce soit, etc. Enfin, je veux dire, je n'aspire pas à ça. J'ai choisi dès la base de ne
pas parler politique, religion, toutes des choses comme ça. Ouais. J'ai mes emmerdes qui arrivent tout seul pendant toute ma semaine au boulot et tout. Donc mon Instagram, c'est quelque chose que je veux partager. Oui, c'est pour le plaisir. Ouais. Positif. Je suis pas là pour vous expliquer mes emmerdes. Je suis pas là pour accepter tous ceux du monde entier non plus. C'est un partage de ma passion. C'est comme ça. C'est top, hein, ce que tu postes, c'est vraiment cool. En plus, merci tu beaucoup. Expliques très bien, je trouve, à travers les posts. Instagram te met en... Tu sais, il y a les 3 petites images là. Hein, oui, en bas là. Donc je veux dire, quand tu as regardé ma story, tu es toujours je suis toujours là. Dans le highlight. Moi, je regarde beaucoup tes stories. Mais je sais que tu les regardes parce que tu es mis dans le highlight. Donc, mais je les trouve très bien. Tu expliques très bien dans tes stories ce qui se passe. Tu mets bien en contexte et tout. Donc, on va mettre tous les Instagram en dessous. Ouais. Je pense qu'on va finir là-dessus aussi. Donc, si vous voulez aller suivre les aventures de Emmanuel et de sa collection, c'est sur Instagram. Nous, si vous voulez plus d'épisodes, on est un peu de partout. On est sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon, je crois même maintenant, Apple Podcast. On est sur YouTube. Emeric sur Instagram, Cédric sur Instagram, moi-même, Seb sur Instagram. Emmanuel, merci beaucoup. Merci, j'espère pas été trop long avec toutes les histoires. C'est un peu ambiance coin du feu éteint. Coin du feu éteint, malheureusement. Ouais, on a fait comme on pouvait à l'hôtel. Mais non, vraiment super intéressant d'entendre toutes ces histoires et de... voilà, ça inspire. En tout cas, moi, ça m'inspire. Je suis sûr vous aussi, et les personnes qui regardent beaucoup. J'espère. Et c'est vraiment gentil d'avoir pris du temps de ta journée, quoi, d'être avec grand plaisir. Tu es toujours le bienvenu quand tu viens chez nous, hein, en Belgique. Et moi, je vois dans un mois, du coup. On revient. Volontiers. On part pas, quoi. Volontiers. J'ai qu'une parole. Donc, et vraiment félicitations aussi pour tout ce que tu fais. Et je veux dire sincèrement, tu y vas bien et je te souhaite tout le succès du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao. Bye bye.